Il a disparu du musée et a laissé un cadavre derrière lui. Bienvenue au mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-le moi. Votre messageries sont le cœur battant de ces mystères de minuit. Le vent dévalait les larges marches du Royal Essex Museum, soulevant les dernières feuilles jaunes de l'automne dans un bref tourbillon avant de les disperser sur le parvis pavé. À l'intérieur, où le grand lion de pierre de Ramsès II brillait éternellement sur l'atrium central, le spectacle était bien moins serein. Lady Hermione Cardell était morte. Elle était étendue à côté du piédestal de marbre des scarabées d'or de Thèbes, un artefact d'une rareté exceptionnelle et historiquement controversé, considéré par certains égyptologues comme le talisman funéraire d'un prince oublié et par d'autres comme un faux victorien élaboré. Le scarabée d'or lui-même avait disparu. Le docteur Basil Alderton, conservateur des antiquités égyptiennes, se tenait à proximité, tremblant, son pince-nez de travers, ses jointures blanches autour d'un exemplaire plié Daily Times. « C'était ici, murmurait-il encore et encore. C'était ici, ce matin. » L'inspecteur Orley, de la police de la City de Londres, a examiné le corps avec un détachement professionnel. Le cou était brisé, probablement suite à une chute. Aucun signe d'effraction ni de lutte. Les portes étaient verrouillées de l'intérieur et la seule clé est conservée dans l'armoire sécurisée du musée. Un petit groupe s'était déjà rassemblé dans la rotonde, rappelé par le personnel du musée sous les instructions de Orley. Le cercle intime du musée et les invités qui avaient assisté à la conférence privée de la veille. Les mythes et les symboles de la 18e dynastie, y avait le docteur Alderton, bien sûr. Mademoiselle Clara Val, secrétaire et protégée de Lady Hermione, baignée de larmes et silencieuse. Julian Grieve, célèbre collectionneur d'art, réputé pour charmer les veuves. Le professeur Edith Langley, archéologue réputé et autrefois rival d'Alderton dans une tristement célèbre dispute académique. Et le capitaine Hugo Lasselle, neveu et unique héritier de Lady Hermione, rentré du Caire seulement 15 jours auparavant. Lady Hermione était la mécène la plus extravagante du musée, une veuve excentrique, immensément riche et au penchant spiritualiste douteux. C'est elle qui avait fait don du scarabée d'or 6 mois plus tôt, affirmant qu'il lui était parvenu, par des voies plutôt étranges, lors d'une séance à Alexandrie. Elle avait insisté sur le fait que l'artefact était porteur d'une malédiction. Personne ne l'avait cru. Maintenant, elle était morte. Orley se tourna vers le directeur du musée, un homme pâle et aux lèvres pincées nommé M. Emory Clark. « Vous êtes certain que le musée a été fermé toute la nuit? »« Absolument, répondit Clark. Seuls les cadres supérieurs y avaient accès. Le docteur Alderton, le professeur Langley et moi-même. Et Lady Hermione, bien sûr, a insisté pour avoir son propre exemplaire. Charmant, murmura Orley en griffonnant dans son carnet. C'est à ce moment-là, alors que l'horloge du musée sonnait 11 heures, que les portes d'entrée s'ouvrirent avec un doux bruit. Cliqué un homme petit et impeccable, portant des chaussures en cuir verni, une moustache brillante et une canne plus décorative que fonctionnelle, franchit le seuil. Hercule Poirot était arrivé. « Monsieur Clark, dit-il en s'inclinant légèrement, j'ai reçu ce matin une invitation des plus intrigantes. Je suis venu comme prévu. » Orley fronça les sourcils. « Demandez, par qui ?» Poirot se retourna et sourit poliment. « Par la défunte, inspecteur. » C'est du moins ce que disait sa lettre. Il sortit de sa poche une enveloppe couleur crème, scellée au monogramme de Lady Hermione. Elle est arrivée hier soir à mon appartement. Elle y affirmait que sa vie était en danger et demandait l'aide d'Hercule Poirot. Orley cligna des yeux. « Vous dites que Lady Hermione savait qu'elle allait être assassinée. » Poirot regarda autour de lui dans la salle avec son intérêt méticuleux habituel, ses yeux s'attardant brièvement sur le piédestal vide et la forme froissée à côté. « Non, inspecteur, dit-il doucement. Je crois qu'elle craintait maintenant, c'est à moi de déterminer si cette peur était justifiée ou simplement prophétique. » Poirot se pencha sur le corps de Lady Hermione Cardell avec un soin méticuleux, ses mains gantées flottant juste au-dessus de ses épaules vêtues de soie. Ses yeux gris se promenaient délibérément, non pas sur le corps lui-même, mais autour. La position de ses chaussures, la légère déchirure de sa manche, le léger parfum d'eau de rose qui s'accrochait à son écharpe. Il ne parlait pas, mais laissait échapper de temps à autre un léger murmure de « ah » ou de « tiens ». L'inspecteur Orley se déplaça à côté de lui, ne cherchant pas à dissimuler son impatience. « On a déjà fait venir le médecin légiste. » « Chut net,
Aucun signe de lutte. Probablement un accident. Sans l'artefact manquant, ce serait tout simplement impossible. Poirot leva les yeux brusquement. Mais elle n'est pas ouverte, mon ami. Elle n'est pas non plus fermée. Une femme ne tombe pas à terre à côté d'une relique disparue, porte verrouillée ou non, et on ne lui attribue pas la mort par hasard. Non. Ne confondons pas les apparences avec la vérité. Il se leva lentement, lissa ses manchettes et se tourna pour observer les visages rassemblés. Il se tenait un peu à l'écart, un amas gênant de malaise et de murmures spéculatifs. La verrière ornée du musée, au-dessus d'eux, laissait entrer une fine lumière grise qui ne faisait de bien à personne. « Mesdames et messieurs, dit Poirot en s'avançant, je suis Hercule Poirot. J'ai cru comprendre que Lady Hermione était votre amie, votre protectrice, votre collègue. Ce matin, elle est morte, et un objet inestimable a disparu. Dans ce cas, que chacun de vous me pardonne, car je poserai des questions qui pourraient vous déplaire. Mais je ne recherche que la vérité. Et pour cela, je dois commencer par la connaissance. La simple connaissance. Il se tourna vers M. Emory Clark, le directeur du musée. Monsieur Clark, qui a vu Lady Hermione vivante pour la dernière fois? Le visage de Clark se crispa. Hier soir, à la conférence. Elle l'animait, comme vous le savez. Après la présentation, vin et conversation dans le bureau du directeur. Elle était de bonne humeur. Elle est partie peu après 22 heures. Seule, Clara Val est partie avec elle, dit Clark en désignant la jeune secrétaire, raide et pâle, les yeux cernés de rouge. Elles ont partagé une voiture. Mademoiselle Val est revenue peu après, quelque chose à propos de notes oubliées. Elle est repartie avant moi, et j'ai fermé le musée à clé. Poirot tourna son regard vers Clara. Mademoiselle Val. Elle hocha la tête, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. C'est exact. Lady Hermione est partie la première. Je n'avais que 10 minutes de retard. Yeah. Elle hésita, la voix tremblante. Elle m'a demandé de lui apporter son sac à main, qu'elle avait oublié dans la salle de cours. Je l'ai trouvé sur la chaise et je suis rentré chez elle en taxi. Était-elle seule quand tu es arrivé? Oui. Elle était déjà en robe de chambre. Poirot plissa légèrement les yeux. Et ce matin? Je devais la retrouver à 11 heures. Nous préparions une lettre pour la Royal Antiquity Society. Une lettre? Répéta Poirot. Était-ce une lettre concernant le scarabée? Oui, répondit-elle avec hésitation. Dame Hermione avait décidé de réaffirmer son authenticité. Elle recueillait des noms pour en confirmer la provenance. Depuis le coin, le professeur Edith Langlais laissa échapper un petit rire amer. Bien sûr qu'elle l'était. Elle voulait absolument gagner, même si cela impliquait de réécrire la moitié du canon égyptien. Le scarabée était un projet de vanité, Monsieur Poirot. Et elle était très douée pour convaincre les autres de partager son avis, surtout les hommes. Poirot se tourna vers le professeur. Son visage était anguleux, sa posture droite comme un piquet, et sa voix était rauque, emplie de la force de l'orgueil intellectuel. Vous avez des doutes sur l'artefact, madame? J'ai des certitudes. Ce scarabée est un faux habile, certes, mais moderne. L'or est trop pur. Les hiéroglyphes sont des absurdités incohérentes. Mais Hermione n'a pas voulu en entendre parler. Elle courait après la controverse. Et pourtant, dit Poirot d'une voix douce, vous étiez prêt à parler sous son toit. Langley resta bouche bée. Elle m'a invité. Elle voulait un combat public. Je lui ai fait plaisir. L'as-tu vu après la conférence? Non. Je suis parti avec Monsieur Grieve. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette suave de Julian Grieve, appuyé indolemment contre un pilier, une pointe d'amusement jouant sur sa bouche. Oui, dit-il, allongeant la syllabe avec un charme nonchalant. Edith et moi avons partagé un taxi. Elle habite tout près de chez moi, à Chelsea. On s'est arrêté boire un verre à l'Ivory Room. Poirot haussa les sourcils. Et vous, monsieur, que pensez-vous du scarabée? Greaves haussa les épaules. Je ne suis pas un expert. Mais Lady Hermione était très persuasive. Elle y croyait. Cela me suffisait. Poirot le regarda encore un instant, puis s'adressa au capitaine Hugo Lasselle, debout à l'écart des autres, les mains serrées à ses côtés. Tu es son héritier, n'est-ce pas? Je le suis, répondit le jeune homme d'un ton sec. Même si j'aurais donné toute ma fortune pour la voir vivante ce matin. Poirot inclina la tête. Un noble sentiment. Vous êtes revenu d'Égypte récemment? Il y a 2 semaines, Lady Hermione m'a fait venir.
Elle prévoyait une visite publique de sa collection. Elle voulait que je l'aide pour la sécurité et la logistique. Je travaillais pour une société de transport à Alexandrie. Étiez-vous ici hier soir? Je suis arrivé en retard. Juste à la fin de la conférence. Ma tante m'a présenté à quelques personnes, puis nous avons discuté en privé dans son bureau. De quoi avez-vous discuté? Il hésita. Juste des questions de famille. Elle était inquiète. Elle a dit qu'elle pensait que quelqu'un l'observait, qu'il y avait eu des signes, des pas sur la terrasse, des tiroirs bougés. Elle semblait secouée. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et a-t-elle dit qui elle soupçonnait? Non. Juste qu'elle avait prévu de prendre des mesures pour se protéger. Poirot hocha lentement la tête, puis se tourna vers l'inspecteur. Dites-moi, monsieur Horley. Les portes étaient verrouillées. Aucun signe d'effraction. Pourtant, le scarabée a disparu et Lady Hermione est morte. Vous avez fouillé le bâtiment? Nous avons commencé, répondit Horley. Aucune trace pour l'instant. Personne n'est parti depuis ce matin, à part le personnel, et tout le monde a été retrouvé. Nous cherchons d'éventuelles sorties cachées, mais aucun passage n'est connu. Poirot croisa les mains. On peut donc supposer pour l'instant que le tueur était parmi les personnes présentes, soit tard hier soir, soit tôt ce matin. Peut-être les deux. Il se dirigea vers le piédestal vide, le regardant pensivement. Supposons, murmura-t-il à moitié pour lui-même, que le scarabée ne soit pas simplement volé, mais dissimulé. Qu'il ait été enlevé non pas pour le profit, mais pour dissimuler quelque chose de plus profond. Lady Hermione savait quelque chose. Elle craignait quelqu'un. Et maintenant, elle est morte. Il se retourna, les yeux brillants. Il est temps que je visite son bureau. Avant que Horley puisse protester, Poirot se dirigeait déjà vers l'aile arrière. Claraval, pâle mais sereine, ouvrait la marche avec un trousseau de clés. Les autres restaient derrière, observant. Derrière eux, le musée semblait soudain plus froid. Dans le bureau, Poirot s'arrêta sur le seuil. La pièce était meublée d'acajou foncé et de velours cramoisi. Un léger parfum de jasmin flottait dans l'air. Une carafe de Kérès en cristal, à moitié pleine, se trouvait à côté d'un plateau doré. Sur le bureau, de la correspondance, des papiers épars et un objet étrange. Un morceau de papyrus. Déchiré, abîmé par l'eau. La moitié d'une inscription authentique, selon Poirot. Et au bas, griffonné en anglais, de l'écriture courbée de Lady Hermione. Ce n'est pas le passé qui nous hante. C'est ce que nous en apportons au présent. Poirot le ramassa doucement. Il resta silencieux un instant. Puis, doucement, maintenant, nous commençons. Il se retourna, les rouages de la logique tournant déjà derrière son regard perçant. La piste du scarabée doré avait commencé. Poirot s'attarda près du bureau de Lady Hermione, ses doigts effleurant le bord usé du fragment de papyrus. L'inscription était ancienne, il n'en doutait guère, et bien que la plupart des hiéroglyphes fussent trop pâles pour être lisibles, la note manuscrite au bas le troublait davantage. Ce n'était pas dramatique, mais délibéré. Un esprit à la fois craintif et résigné avait écrit ces mots. Que avait-elle apporté du passé au présent, et qui y avait vu une menace? Claraval se tenait derrière lui, serrant nerveusement son sac à main. Elle était plus agitée que d'habitude ces dernières semaines, dit-elle doucement. Lady Hermione n'était pas ce qu'on pourrait appeler une personne conventionnelle, mais elle devenait de plus en plus renfermée, voire méfiante. Parfois, elle fermait la porte du bureau à clé pour écrire ici, même en ma présence. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? Clara secoua la tête. Seulement qu'elle était sur le point de dire quelque chose d'important. Elle a utilisé ce mot plus d'une fois. J'ai supposé qu'elle parlait de la lettre qu'elle préparait pour la Royal Antiquity Society. Poirot hocha la tête et scruta la surface du bureau. Il remarqua le buvard, très usé, couvert d'empreintes. Un instant plus tard, il le sortit avec précaution et le tendit vers la lumière. Des lettres apparurent, des empreintes dans le papier, légères mais lisibles. « Clara, dit-il doucement, tu es en possession d'un miroir, n'est-ce pas ?» Surprise, elle fouilla dans son sac à main et en sortit un petit poudrier argenté. Poirot l'ouvrit, tournant le miroir vers la page. Les mots sont devenus lisibles. Il me surveille. Je n'ai plus confiance en Basile. And Edith. Il y a quelque chose qui cloche avec le scarabée. Ce n'est pas ce que je pensais. Si je disparais, regarde à l'intérieur. Le dernier mot était incomplet. Poirot le fixa du regard. La ligne s'arrêta brusquement. Le trait de plume avait faibli. Il lui rendit le poudrier.
Merci. Cela sera utile. Madame Hermione, elle craignait non seulement la violence, mais aussi la trahison. Et elle ne nommait pas les étrangers. Elle ne voulait pas y croire, dit Clara. Elle était fière. Trop fière pour admettre qu'elle s'était fait avoir. Poirot s'éloigna du bureau. Mademoiselle Val, veuillez patienter avec les autres. Je dois maintenant parler au docteur Alderton. Seul. Il trouva le conservateur arpentant toujours la rotonde, agité de tics nerveux au passage des officiers en uniforme. Les traits d'Alderton étaient pâles et tirés, ses lunettes maintenant perchées sur son front, dans un oubli distrait. « Docteur Alderton, dit Poirot d'un ton doux. Quelques instants de votre temps, s'il vous plaît. » L'homme sursauta. « Oui, oui, bien sûr, n'importe quoi. » Dans le bureau du conservateur, Poirot prit place en face de lui. Les murs étaient tapissés de cartes anciennes et de photographies en noir et blanc de fouilles funéraires. « Vous étiez le principal gardien du Scarabée d'or, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. « J'ai supervisé son intégration à la collection. Oui. Mais Lady Hermione a insisté pour contrôler les paramètres d'exposition. Elle a même choisi elle-même les angles d'éclairage. A-t-elle déjà partagé la source de l'artefact ?» Alderton semblait mal à l'aise. Elle a donné des versions contradictoires. Une fois, elle a affirmé qu'il avait été retrouvé lors de fouilles privées dans la vallée des rois. Une autre fois, elle a dit qu'il lui était parvenu par l'intermédiaire d'un médium à Luxor. Aucune des deux versions n'a pu être vérifiée. Et pourtant, vous l'avez autorisé à entrer dans l'exposition permanente? J'étais sous pression, dit-il en expirant d'une voix tremblante. Elle a fait un don généreux, et comme son nom était associé à l'œuvre, nous ne pouvions pas nous permettre de l'offenser. L'intérêt du public a explosé. J'imagine que j'ai fermé les yeux. Les yeux de Poirot se plissèrent. Avez-vous déjà mis en doute son authenticité? J'avais des doutes discrets. Edith était plus franche. Elle croyait que c'était une invention, probablement dans les années 1880, lorsque la fièvre égyptienne a balayé l'Europe. Mais Hermione a refusé que nous la testions. Pourquoi résisterait-elle? Parce que c'était le joyau de sa collection. S'il s'avérait qu'il s'agissait d'un faux, sa réputation en souffrirait. Poirot se pencha légèrement en avant. « Dites-moi, docteur Alderton, êtes-vous déjà venu chez elle sans prévenir ?» L'homme hésita. « Une fois. Il y a 2 semaines. J'espérais lui parler du report de la prochaine série de conférences du Scarabée. Mais elle était très étrange. Paranoïque. Elle m'a accusé de vouloir la saboter. » Poirot resta silencieux un long moment. Puis il se leva. « Merci, docteur. Vous pouvez retourner auprès des autres. » De retour dans le couloir, Poirot s'arrêta près du poste de sécurité. Un jeune agent fouillait dans les clés et les dossiers. Poirot demanda au cement. « Pardon. Le registre de sécurité du musée, puis-je le consulter ?» Le gendarme, lui, a remis un mince registre noir. Poirot se remémora la veille. Il y eut quelques entrées de routine, arrivées et départs du personnel. Puis, à 22h14, une note brève mais intrigante. Histole, mouvement détecté, réinitialisation par clé de dérogation, JG. JG, murmura Poirot. Julian Greaves. Il avait prétendu avoir quitté le musée peu après la conférence et être allé boire un verre avec le professeur Langlais. Mais cette entrée suggérait le contraire. Quelques minutes plus tard, Poirot a confronté M. Greaves près de la galerie Sphinx, où l'homme se tenait debout, contemplant une urne brisée sur une étagère d'exposition. « Ah, Poirot, dit-il avec une affabilité naturelle. Tu continues à démêler les énigmes anciennes. Je m'intéresse davantage aux plus modernes, monsieur. Surtout celles consignées dans un journal de bord. » Les yeux de Greaves se plissèrent. Journal de bord. L'alarme du musée s'est déclenchée hier soir, après 22 heures. Le système de sécurité a été activé sous vos initiales. Courrier, non? Greaves ne sourcilla pas. Tout doit se tromper. Edith et moi sommes partis sur le champ. Taxi pour Chelsea. Je ne suis pas revenu. Alors quelqu'un a utilisé votre code d'accès? Greaves sourit faiblement. Ce n'est pas vraiment un secret d'État. Le code change chaque semaine, et Edith connaît le mien. Clark aussi. Peut-être Alderton. Si quelqu'un voulait me piéger, ce ne serait pas difficile. Pourtant, vous n'en avez pas parlé à l'inspecteur. Parce que je n'étais pas au courant, répondit Greaves calmement. Je n'ai pas touché à ce clavier depuis des semaines. Poirot l'observa. L'homme était élégant, trop élégant. Mais sans confirmation, ce n'était que de la fumée. À ce moment-là,
Un agent apparut au bout du couloir, essoufflé. L'inspecteur Orley m'envoie. Monsieur, nous venons de trouver quelque chose. Dans la réserve de l'aile ouest. Derrière les paravents. Poirot le suivit rapidement, le cœur battant. La réserve était sombre et sentait le renfermer, bordée de vitrines débordantes. Derrière l'un des vieux paravents se trouvait une lourde caisse et au-dessus, enveloppée d'un foulard de soie, brillait le scarabée d'or. Poirot s'approcha, mais ne le toucha pas. Ne le dérangez pas, ordonna-t-il. Prenez des photos et portez des gants. Orley arriva quelques instants plus tard. Pourquoi le cacher ici? Pourquoi ne pas l'emporter? La voix de Poirot était basse. Parce que le vol n'était pas motivé par le profit. Il visait à discréditer quelqu'un. Peut-être pour empêcher la lettre à la Société des Antiquités. Peut-être pour provoquer la chute de Lady Hermione. Ou, il s'interrompit, fixant le mur. Peut-être était-ce un appât. Il se retourna brusquement. Fouiller le musée à la recherche d'objets personnels de Lady Hermione. Papier, photos, lettres. Je crois qu'elle nous a laissé plus que de simples avertissements. Orley hocha la tête et envoya un agent de police. Poirot retourna seul au bureau, les yeux scrutant les étagères. Il s'agenouilla devant la cheminée, le regard fixé sur la grille. Quelque chose avait brûlé là récemment, des cendres trop blanches pour être du papier ordinaire. Poirot, d'une main gantée, sortit un petit objet enfoui dans les restes. Un seau de cire à moitié fondu. Le monogramme de Lady Hermione. Quelqu'un a essayé de détruire une lettre. Et a échoué. Poirot se tenait immobile devant la cheminée, le seau de cire fondu pincé délicatement entre ses doigts. Un résidu de secret et de panique persistait comme une odeur, plus âcre que la cendre elle-même. Quelqu'un avait désespérément voulu détruire ce que contenait cette lettre, et pourtant, pensa Poirot, pourquoi ne pas finir le travail? Les cendres suggéraient la hâte, non la minutie. Il sortit une pince des outils du foyer et passa délicatement au crible les fragments restants. Parmi les débris calcinés, un coin plié d'un épais parchemin résistait à une incinération complète. Son bord était roussi, mais quelques lignes d'encre étaient encore intactes. Avec précaution, Poirot le souleva à la lumière. Une phrase, floue mais lisible, jaillit. Oh, la preuve se cache sous le masque d'Albâtre. Ses yeux se plissèrent. Aucun masque de ce genre n'avait été mentionné parmi les objets exposés. Poirot s'éloigna du foyer, l'esprit s'emballant. Lady Hermione, consciente du danger, avait tenté de dissimuler sa découverte par écrit. Quelqu'un l'avait interceptée, mais pas avant qu'elle n'ait laissé entendre où se trouvait ce qui pourrait être une preuve accablante. Quelques instants plus tard, Poirot entra dans la salle d'exposition centrale où Orley et les agents de police enregistraient encore la scène. Clara Valle et le capitaine Lascelles observaient la scène, tendue, depuis un banc. Alderton arpentait la pièce derrière les piliers. Le professeur Langlais était assis, impassible, à côté de Julien Grive, les bras croisés. « Inspecteur, » demanda Poirot d'un ton sec, « ce musée possède-t-il un masque funéraire en albâtre ?» Orley cligna des yeux. « Oui, plusieurs. Une ou deux sont en réserve. Une plus grande est exposée dans la galerie. Venez, dit Poirot, déjà en mouvement, nous devons le voir. » La galerie était sombre et silencieuse, les lumières tamisées pour protéger les matériaux anciens. Sous un dôme de verre se dressait un masque d'albâtre, grandeur nature, pâle et fantomatique dans la lumière tamisée. Poirot en fit lentement le tour, puis fit signe d'ouvrir la vitrine. Orley obtempéra d'un grognement, prenant soin de ne rien déranger. Poirot inspecta la base du masque, la faisant tourner délicatement dans ses mains gantées. À première vue, rien ne semblait inhabituel. Puis il remarqua une fine couture sur le bord, presque imperceptible. Il appuya légèrement. D'un léger clic, un faux panneau à l'arrière s'ouvrit, révélant une cavité. À l'intérieur, soigneusement enroulée et scellée dans un tube de verre, se trouvait une feuille de vélin vieilli. Poirot le prit et le tendit à Orley. « Je crois que c'est ce que Lady Hermione a essayé de préserver. Elle savait qu'il était dangereux de le garder chez elle. Elle l'a donc caché dans le seul endroit où personne n'oserait le toucher ouvertement. » Orley ouvrit le seau. Le parchemin portait un croquis détaillé incontestablement authentique, du même scarabée désormais caché et retrouvé. Mais ce qui importait le plus était ce qui l'entourait, d'anciens hiéroglyphes, traduits à l'encre ci-dessous par Lady Hermione elle-même. Poirot lut à haute voix. Ce signe a été fait pour le fils du chacal, maudit par le sang, caché aux yeux du soleil.
Il marqua une pause, puis ajouta une phrase cérémonielle. Pas rare. Mais ce qui suit est bien plus intéressant. Sous la traduction, de l'écriture bouclée de Lady Hermione, était écrit « Forgé pour la cour du prince Amenémée en 1879. Refondu par Stuart Colville, sur commande de Lord Warbeck. Confirmé par le manifeste d'expédition d'Alexandrie en 1881. La preuve se trouve dans les archives de la succession. » Poirot baissa lentement le journal. Voilà, elle avait enfin trouvé la vérité. Le scarabée est un faux, fabriqué selon une ruse victorienne. Et elle en avait documenté la source. L'implication d'un trafiquant d'antiquités notoire, Stuart Colville, relie directement le faux aux mécènes britanniques de l'époque. Orley se gratta la tête. Elle allait tout révéler. Cela expliquerait certainement le mobile. Discréditer cet article ruinerait des réputations. La vôtre, Alderton, et peut-être même celle du professeur Langley. Langley s'hérissa. Ne sois pas absurde. Je voulais que ça soit révélé. Je l'ai dit dès le début. Poirot se tourna vers elle, le regard perçant. Pourtant, vous aviez le plus à gagner si Lady Hermione ne publiait pas ses conclusions. Vous ne seriez plus considérée comme envieuse ou amère. Au contraire, l'histoire vous donnerait raison. Langley lui lança un regard noir. Ce n'est pas une preuve de meurtre. Non, répondit Poirot d'un ton doux. Pas encore. Il s'installa à Alderton. Et vous, monsieur? Vous étiez complice par omission. Vous saviez qu'il y avait des doutes et vous n'avez rien dit. Mais que se passerait-il si vous craigniez que Dame Hermione ne révèle non seulement la fausseté de l'artefact, mais aussi votre propre silence? Alderton Pallet. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je voulais seulement que le musée prospère. Je pensais qu'elle bluffait. Je ne croyais pas qu'elle agirait. Le capitaine Lascelles s'avança brusquement. Toute cette théorie est belle et bonne, mais quelqu'un l'a poussée dans un escalier de pierre. Je veux savoir qui. Patience, capitaine. Dites doucement Poirot. Il reste encore 2 vérités à découvrir. Il fit signe à tout le monde de le suivre jusqu'à la rotonde. Le musée, bien que majestueux, semblait se refermer sur eux, sous une tension grandissante, tandis qu'il retournait sur les lieux du décès. Poirot se tenait en haut des marches de marbre, le regard fixé sur l'endroit où Lady Hermione était tombée. On dit qu'elle a glissé. Mais Lady Hermione connaissait bien cet escalier. Elle l'avait emprunté d'innombrables fois avec ses mêmes talons. Et là, il désigna la marche supérieure, une éraflure. Fraîche, mais sur le bord intérieur, pas au centre. Elle ne descendait pas vite. Elle tournait. Il désigna le pilier juste à côté de l'escalier. L'endroit idéal pour attendre, surgir brusquement et la confronter. Pour la faire trébucher, non pas par violence, mais par surprise. Clara, assise à côté d'elle, parut soudain bouleversée. Mais qui ferait une chose pareille? Poirot s'avança lentement, puis leur fit face. Quelqu'un qui venait d'apprendre que Lady Hermione avait découvert la vérité. Quelqu'un qui craignait d'être démasqué. Il laissa le silence s'étendre, observant chaque visage. Puis, presque avec désinvolture, il dit « Et quelqu'un qui a tenté de détruire la dernière lettre qu'elle a écrite, mais qui a échoué. » Audley, est-ce avance. Vous avez trouvé un fragment. Poirot hocha la tête. Dans la cheminée. Le seau était en partie fondu, mais il en restait suffisamment. Il se tourna soudainement vers Julian Grieve. Vous avez été le dernier à partir. Le registre de sécurité indique que vous étiez dans le hall et à 10h14. Vous avez prétendu être avec le professeur Langley. Langley Franca, les sourcils. Il m'a laissé au coin de Gilchrist Street. Il m'a dit qu'il avait un coup de fil à passer avant de rentrer. Poirot croisa les bras. Vous êtes revenu, n'est-ce pas, monsieur Grieve? Vous saviez qu'elle avait découvert la vérité. Peut-être avait-elle menacé de vous désigner comme le bienfaiteur du faux. Après tout, vous connaissiez personnellement Lord Warbeck. C'est peut-être vous qui avez organisé le don par l'intermédiaire de Lady Hermione inconsciemment au début, mais lorsqu'elle a insisté, vous avez compris que la révélation était imminente. Grieve regarda les visages des uns et des autres, puis esquissa un sourire lent et amusé. Une histoire intéressante, Poirot, mais sans aucune preuve. Poirot s'approcha. Alors, expliquez-moi le fragment de seau de cire portant votre empreinte digitale. Nous l'avons retrouvé dans les cendres. Il n'est pas entièrement détruit, monsieur. Le silence qui suivit fut absolu.
Le sourire de Grieve s'estompa. Et Poirot, s'inclinant légèrement, ajouta, « Voyez-vous, je n'ai pas besoin de force physique. Juste un tout petit peu. C'est suffisant pour Hercule Poirot. » Grieve n'a rien dit. Mais son silence en disait long. Julian Grieve se tenait figé sous le regard perçant de Poirot, les traces de son charme cultivé s'érodant lentement comme du plâtre sous l'eau. Son sourire s'était complètement estompé, remplacé par quelque chose de plus dur et de plus calculateur. Poirot l'observait avec une intensité silencieuse, attendant sans insister, laissant simplement le poids du moment s'installer. Et il le fit, pesant sur tout se rassembler dans la galerie comme les pierres antiques des pyramides elles-mêmes. L'inspecteur Orley fit un pas en avant et s'éclaircit la gorge. « Monsieur Grieve, il vous est conseillé de ne rien dire de plus, à moins que vous ne souhaitiez parler à un avocat. » Grieve ne bougea pas. Ses doigts tressaillirent à ses côtés. « À vous entendre, c'était délibéré, dit-il finalement d'une voix neutre. Mais ce n'était pas le cas. Je vous jure qu'elle m'a fait sursauter. Je n'étais pas venu là pour lui faire du mal. » Poirot ne dit rien. « Je suis revenu parce que je savais qu'elle avait découvert quelque chose, » poursuivit Grieve, les mots s'échappant à toute vitesse. « Elle m'avait menacé en privé, pas directement, bien sûr. Elle ne l'aurait jamais dit à voix haute, mais elle avait insinué que ma réputation ne survivrait pas à ce qu'elle avait découvert. Et puis, j'ai vu la lumière dans son bureau. Je suis entré par l'entrée du personnel. J'avais encore le code, et quand je l'ai confrontée dans l'escalier, elle s'est retournée, m'a vu et a reculé. » Il prit une inspiration, les mains tremblant légèrement. « Je ne l'ai pas touchée. Je le jure. Elle a reculé et a glissé. J'ai essayé de la rattraper, mais elle était déjà en train de tomber. » Le regard de Poirot ne s'adoucit pas. « Et pourtant, vous avez fui les lieux. Vous avez caché le scarabée. Vous êtes revenu plus tard et avez tenté de détruire sa lettre acte d'un homme coupable. » « J'ai paniqué, » dit Grieve d'une voix rauque. « Le scarabée portait mon nom. Si la vérité éclatait, je serais ruiné. Je pensais que si je le faisais disparaître, tout s'effacerait. » Le capitaine Lascelles s'élança, mais Orley le retint par le bras. « Laissons la justice s'en occuper. » Poirot se détourna de Grieve, croisant les mains derrière le dos, le regard fixé sur le haut plafond de verre au-dessus d'eux. Lady Hermione, malgré toutes ses excentricités, était une femme d'une intuition perspicace. Elle ne faisait confiance à personne, mais elle valorisait l'héritage, le sien et celui de l'histoire. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle non pas pour avoir possédé un trésor frauduleux, mais pour l'avoir démasqué. Clara Val, assise en silence depuis le début, se leva, la voix assurée malgré sa pâleur. Elle voulait mettre les choses au clair. Elle me l'a dit. Elle a dit que le scarabée était plus qu'un symbole, c'était sa pénitence. Poirot se tourna vers elle. « Tu le savais, alors? »« Pas tout. » Admit Clara. Seulement qu'elle avait été trompée autrefois, et que cette nouvelle la hantait. Elle se sentait complice. Elle disait que si elle n'arrivait pas à se racheter avant de mourir, on se souviendrait d'elle comme d'une idiote, ou pire. Poirot hocha lentement la tête. Alors elle a préparé son coup final. Elle m'a contacté. Elle a écrit ses lettres. Et elle a caché la vérité là où elle pouvait être trouvée. Orley griffonnait furieusement dans son carnet, murmurant à son agent de police d'aller chercher du renfort et de récupérer le fragment de seau de cire comme preuve. Grieve, les épaules voûtées, fixait le marbre sous ses pieds, visiblement diminué. « Mais ça ne colle toujours pas, » dit soudain le professeur Langlais. « S'il n'avait pas l'intention de la tuer, pourquoi avoir pris le scarabée? Pourquoi l'avoir caché? Pourquoi ne pas simplement disparaître? » Poirot se retourna. « Ah, Madame Langlais, vous touchez à un sujet délicat. » Monsieur Grieve craignait non seulement d'être découvert, mais aussi d'être humilié. Avoir été le parrain d'un imposteur, puis être dénoncé par celle-là même qu'il avait autrefois louée, sa réputation, son orgueil, ne le lui permettaient pas. Cette peur le poussa à la dissimulation. Et ce faisant, il s'assura que sa culpabilité devienne réelle, et non théorique. Mais alors, intervint Alderton, visiblement secoué, nous étions tous complices d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Chacun avait un mobile. Je l'ai laissé non vérifié. L'Anglais voulait être disculpé. Clark s'est réjoui de la publicité. Même Clara, peut-être. Clara Tresselitt a vu une opportunité d'avancer. Poirot leva la main. Non, monsieur. Ne rabaissez pas la vérité par la paranoïa. Le mobile seul ne fait pas de quelqu'un un tueur.
Seule l'action le fait. Il y eut une longue pause. Le ton de Poirot s'adoucit. Lady Hermione savait qu'elle avait bâti une grande partie de son prestige sur du sable. Mais elle a choisi de démanteler cette illusion, pierre par pierre. C'est un courage plus grand qu'on ne le pense. Orlais hocha la tête d'un air sombre. Nous allons interroger Grieve. Je demanderai également une étude complète des archives du musée. Ce faux n'était sans doute pas le seul à se cacher à la vue de tous. Poirot esquissa un léger sourire. Vous avez raison. Là où la tromperie s'est installée, elle laisse souvent des traces. Les gendarmes emmenèrent Grieve, son silence étant désormais absolu. Clara s'y tourna vers Poirot. Elle vous faisait confiance, vous savez, même avant de vous écrire. Elle lisait à voix haute des passages de journaux sur vos affaires. Elle disait, celui-là, il comprend les gens, pas seulement les énigmes. Poirot inclina la tête. C'était une femme formidable. Et qui, malgré ses faux pas, a finalement choisi de protéger la vérité plutôt que la vanité. C'est un instinct rare. Le musée retrouvait peu à peu son calme. Les pas de la police résonnaient dans le couloir. Le scarabée avait été remis dans sa vitrine, mais cette fois, marqué clairement de l'étiquette « Faux moderne » dont de Lady Hermione Cardell. Un monument digne de ce nom, enfin. Poirot se tenait de nouveau au pied de l'escalier, levant les yeux vers la lumière matinale qui pénétrait maintenant par la haute fenêtre cintrée. Comme c'est étrange, murmura-t-il, que les objets censés conférer l'immortalité aux anciens détruisent si souvent la réputation des vivants. Clara s'approcha doucement de lui. « Resterez-vous longtemps à Londres, monsieur Poirot ?» Il sourit. « Ah non, je crois que mon travail est terminé. Il n'y a pas de plus grande satisfaction qu'un mensonge révélé au grand jour, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. Poirot jeta un dernier regard au scarabée scintillant, puis, avec une élégance précise, tourna les talons et marcha dans l'air lumineux de l'automne. L'air automnal à l'extérieur du Royal Essex Museum était vif et pur, contrastant fortement avec l'atmosphère dense que Poirot venait de quitter. Mais même en sortant sur le parvis en pierre, son esprit restait rivé à la cage d'escalier, au parchemin caché, à la lueur trompeuse du scarabéeux. Plus important encore, quelqu'un avait trafiqué sa correspondance. Poirot avait retrouvé les restes d'une lettre détruite, mais le sceau portant l'empreinte digitale de Grieve avait été maladroitement fondu. Poirot avait supposé que Grieve avait tenté de la brûler lui-même. Mais maintenant, son geste semblait imprudent, voire désespéré. Contrairement au reste du comportement de Grieve, qui avait été fluide, calme et planifié. Il se leva brusquement et retourna au musée. À ce moment-là, les galeries principales avaient rouvert au public, mais l'aile ouest restait fermée. Un officier en uniforme posté à l'entrée laissa entrer Poirot sans poser de questions. Il trouva Orlais dans le bureau du directeur, assis derrière le bureau de Clark, jonché d'autres objets récupérés, les notes personnelles de Lady Hermione, des fragments de documents du musée, et même une liste d'invités de la conférence de la veille. Elle était méticuleuse, dit Orlais en levant les yeux. Nous avons catalogué 3 journaux intimes, 10 carnets et 2 cartons remplis de recherches. Votre défunte préparait un exposé complet. Poirot s'approcha. Quelque chose concernant le faux. Orlais hocha la tête. Oui, elle a recoupé le scarabée avec les registres des douanes, les registres du commerce britannique, et même des mentions dans des lettres privées d'un certain Lord Warbeck. Il semble qu'il ait financé plusieurs artefacts dont la contrefaçon a été révélée plus tard. Poirot haussa un sourcil. Et a-t-elle mentionné quelqu'un encore en vie? Seuls des noms vagues. La famille Colville, disparue depuis longtemps. Les descendants de Warbeck sont propriétaires fonciers dans le Yorkshire. Rien qui puisse être lié directement à Grieve. Les doigts de Poirot tapotèrent le bord du bureau. Dites-moi, avez-vous pris en compte toutes les clés du musée? Orlais fronça les sourcils. Les clés du personnel sont bien là. Mais il existe un double nom enregistré du passe-partout du directeur. Clark affirme ne jamais l'avoir autorisé. Nous pensions que Lady Hermione le détenait, qu'il lui donnait accès aux visites nocturnes. Mais on ne l'a pas retrouvé sur elle. Et personne ne s'est manifesté pour le réclamer? Non. Poirot hocha lentement la tête. Et la lettre scellée, celle que j'ai trouvée partiellement brûlée, en avons-nous encore les fragments? Orlais prit une enveloppe. Tiens. J'attends toujours le labo pour des analyses plus approfondies. Poirot ouvrit l'enveloppe et examina les bords fragiles du parchemin. Puis il s'arrêta, plissa les yeux et approcha le fragment de sceau. Un cheveu.
à peine visible, emprisonné dans la cire. « Inspecteur, dit Poirot d'une voix basse et assurée, envoyez ceci pour analyse. Je pense que cela ne correspond pas à Monsieur Grieve. » Orley cligna des yeux. « Tu penses que quelqu'un d'autre a trafiqué la lettre ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « J'en suis persuadé. Grieve a paniqué? Oui. Mais quelqu'un d'autre a cherché à contrôler le récit avant l'envoi de la lettre. Quelqu'un qui savait précisément ce que Lady Hermione préparait et qui le craignait plus que le scandale d'info. Il quitta la pièce avant que Orley ne puisse poser d'autres questions. Ses pas le conduisirent non pas aux galeries, mais dans un étroit couloir menant au bureau du personnel du musée. Une porte portait l'inscription suivante, Clara Val, secrétaire personnel. Il frappa doucement. « Entrez », dit sa voix, faible et distraite. Clara était assise à un bureau modeste, les yeux rouges, mais sans larmes. Sur ses genoux reposait un journal de Lady Hermione. « Tu es de retour », dit-elle en se redressant. « Quelque chose de nouveau est-il apparu ?» Poirot l'observa. « Mademoiselle, je dois vous poser une question délicate. Cela concerne votre loyauté envers Lady Hermione. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Bien sûr que je lui étais fidèle. J'ai travaillé avec elle pendant 4 ans. Elle me faisait confiance. Je n'en doute pas. Mais la confiance n'est pas synonyme de silence. Dites-moi, avez-vous déjà ouvert ces lettres personnelles ?» La bouche de Clara s'entr'ouvrit, puis se referma. « Non, jamais. Vous étiez au courant de la lettre adressée à la Société des Antiquités. »« Oui, j'ai tapé le brouillon. Elle me l'a dicté. »« Et savais-tu qu'il y avait un parchemin caché dans le masque ?»« Non. » Elle parut sincèrement surprise. Elle ne m'a jamais dit où elle avait caché quoi que ce soit, seulement que cela devait rester hors des archives du musée. Poirot marchait lentement. « As-tu déjà soupçonné que quelqu'un l'observait ?» Elle a dit, mais j'ai supposé que c'était de la paranoïa. Poirot esserita. « Alors peut-être pourriez-vous m'aider à comprendre. Lady Hermione vous a dit craindre pour sa vie. Et pourtant, vous l'avez laissée seule ce soir-là, ne revenant que pour lui rapporter son sac à main. » La voix de Clara tremblait légèrement. « Elle m'a congédiée. Elle a dit qu'elle était fatiguée. »« Ah » dit Poirot. « Et pourtant, quelqu'un a eu la présence d'esprit de récupérer la clé de la directrice, d'accéder à son bureau avant la fin de la nuit. » Clara ne dit rien. Poirot se dirigea vers son bureau, où le journal reposait toujours sur ses genoux. Doucement, il tendit la main et le prit. La couverture était craquelée, les bords froissés. « Mademoiselle, dit-il doucement, que savez-vous de Lord Warbeck ?» Elle s'est figée. Poirot n'insista pas encore. Au lieu de cela, il ouvrit le journal, feuilleta plusieurs pages jusqu'à ce qu'il tombe sur un passage qui le figea net. Clara ne doit jamais connaître la vérité sur son grand-père. Je lui dois bien ça. Mais si les documents tombent entre de mauvaises mains, tout sera révélé. Le nom Warbeck, son sang y est lié. Poirot ferma le livre tranquillement. Il leva les yeux. Clara était blanche comme la craie, les mains serrées. « Mon grand-père, murmura-t-elle. Il est mort avant ma naissance. Ma mère n'a jamais parlé de lui. Mais Lady Hermione, savait-elle quelque chose ?» Poirot hocha la tête. « Oui, elle vous a protégé. Mais en décidant de révéler le faux, elle a risqué de vous couvrir de honte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour vous. Et quelqu'un d'autre, craignait ce qui arriverait si le monde vous reliait à Warbeck. » Clara le fixa du regard, la réalisation se faisant jour lentement, terriblement. « Je n'ai pas détruit la lettre, » murmura-t-elle. Poirot se pencha en avant. « Mais quelqu'un a essayé. Quelqu'un d'assez proche pour voir le risque pour vous. Quelqu'un qui pensait vous protéger, peut-être un proche. » Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent d'horreur. « Capitaine Lascelles. » Et Poirot, doucement, termina sa pensée pour elle. « Oui, ton cousin. » Clara fixait Poirot, son visage vidé de toute couleur, la vérité s'abattant sur elle comme une chute de neige, silencieuse et suffocante. « Mon cousin, répéta-t-elle, presque pour elle-même. Hugo, il ne m'a jamais dit qu'il savait. Mais il a dû le faire. Il était toujours protecteur, mais ces derniers temps, surtout depuis son retour du Caire, il surveillait Lady Hermione de plus près que jamais. » Poirot hocha la tête d'une voix basse et posée. Le capitaine Lascelles savait que si les révélations de Lady Hermione étaient rendues publiques, le lien de votre famille avec la lignée Warbeck serait révélé. Le scandale ne s'arrêterait pas à sa réputation. Il suivrait le sang, le vôtre. « Mais ça n'a aucun sens, » dit Clara, le regard suppliant.
Hugo ne lui ferait pas de mal. Il l'adorait. Il disait qu'elle lui avait donné un but après l'Égypte. Il l'a même défendu auprès des autres, en disant à Grive de reculer. Oui, dit doucement Poirot, mais protection et culpabilité cohabitent souvent, mademoiselle. Imaginons, Julien Grive a paniqué, oui. Il est revenu, il l'a vu, peut-être même l'a-t-il surprise. Mais il n'est pas resté. Il n'a pas essayé de détruire la lettre avant sa mort. C'est un autre qui l'a fait. Poirot fouilla dans sa poche et en sortit le fragment de sceau. Il y avait une empreinte digitale incrustée dans la cire, oui. Mais pas seulement celle de Grive. Une deuxième empreinte, floue, incomplète, mais distinctive, vient de revenir de l'analyse. Elle correspond à celle du capitaine Hugo Lasselle. Clara porta la main à sa bouche. Elle secoua faiblement la tête, mais son silence trahissait sa conviction. Poirot poursuivit, il est arrivé en retard à la conférence ce soir-là. Il a prétendu lui avoir parlé en privé. Et si cette rencontre n'avait pas été cordiale? Et si Lady Hermione lui avait fait part de son intention de rendre les choses publiques? Peut-être même laisser entendre que le lien avec Warbeck ne serait plus un secret. Mais il ne m'a jamais rien dit, il ne m'a jamais prévenu. Non, répondit doucement Poirot, parce qu'il croyait pouvoir l'arrêter sans vous impliquer. Il y voyait un acte de protection, une loyauté mal avisée, peut-être même de l'amour transformé en acte. Elle murmura. Tu penses qu'il est revenu après le départ de Grive? Je le crois. Il avait la clé. Le maître non enregistré. Il connaissait la maison. Et il savait pour la lettre. S'il l'a trouvée, il a peut-être tenté de la détruire avant même la mort de Dame Hermione, peut-être pendant qu'elle était distraite. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Et si elle l'attrapait? Ensuite, nous avons la véritable confrontation. Pas Grive, mais Lasselle. Pas de surprise, mais une dispute. Pas un accident, mais un moment de panique. Elle a peut-être essayé de l'arrêter, il a réagi, l'a repoussé. Pas pour tuer. Mais c'était suffisant. Clara fut parcourue d'un tremblement et s'affaissa lentement sur la chaise derrière elle. Sa voix était à peine audible. Il a dit qu'elle avait l'air malade la veille. Il a dit qu'elle avait peut-être fait un malaise. Mais il a dit trop facilement. Trop préparé. Poirot la regarda, l'air indéchiffrable. Vous devez comprendre, mademoiselle, que ce n'est pas à vous de porter son fardeau. Il a agi seul. Pour vous protéger, certes, mais aussi pour se protéger lui-même. Car ce faisant, il savait qu'il dissimulait un passé susceptible de compromettre votre avenir. Un coup sec les interrompit. Orley entra dans la pièce, le visage sombre. Nous avons le capitaine Lasselle dans l'antichambre. Il revient tout juste du commissariat local. Il témoignait, du moins c'est ce qu'il prétend. Mais nous avons établi une correspondance entre les empreintes. La deuxième série d'empreintes sur la cire lui appartient. Il a demandé à vous parler, Poirot. Poirot inclina la tête. Y viendrai. Il se tourna de nouveau vers Clara d'une voix douce. Tu devrais peut-être attendre ici. La suite ne sera pas facile. Elle n'a pas répondu. Lorsque Poirot entra dans l'antichambre, Hugo Lasselle se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches de son manteau, le dos droit comme celui d'un soldat. Il se retourna aussitôt, l'air indéchiffrable, mais une lueur de défaite se lisait dans sa mâchoire. Tu sais, dit-il. Poirot hocha la tête. Je sais. Il y eut un moment de silence. Puis Lasselle expira par le nez. Je ne voulais pas qu'elle meure. Poirot ne dit rien. Elle était comme une seconde mère pour moi. Mais à mon retour d'Égypte, elle avait changé. Elle n'arrêtait pas de faire allusion à des secrets. Elle disait avoir trouvé quelque chose qui corrigerait les faits historiques. Mais ce n'était pas l'histoire qu'elle corrigeait, c'était les lignées. Poirot s'approcha. Tu connaissais le lien avec Warbeck. J'ai reconstitué le tout, dit Lasselle. Un soir, alors qu'elle me demandait d'aller chercher un vieux journal, j'ai trouvé des lettres dans son classeur privé. Le nom y apparaissait, Warbeck, et celui de la mère de Clara. Lady Hermione avait tenté de le cacher, mais tout était là. Il s'écarta, les épaules tendues. Je l'ai confrontée ce soir-là, après la conférence. Je pensais pouvoir la dissuader. Elle a dit que ça n'avait plus d'importance, que la vérité était la vérité. Elle avait déjà envoyé des lettres. Mais j'ai vu celle sur son bureau, adressée et cachetée. J'ai paniqué. Je suis parti. Puis je suis revenu 1 heure plus tard. La voix de Poirot était douce et soyeuse, calme et inexorable. Et ensuite, elle m'a surpris avec la lettre. J'allais la brûler. Elle a exigé qu'on la lui rende. On s'est battu.
Elle s'est écartée de moi en haut des escaliers. Je ne l'ai pas poussée, mais elle a trébuché. Je jure que je ne voulais pas. Mais tu ascoro. La voix de Lascelles se brisa. Elle était déjà là, immobile. Je n'arrivais pas à réfléchir. J'ai pris le scarabée, je l'ai caché pour embrouiller la police. Si ça ressemblait à un vol, il suivrait une mauvaise piste. Le silence de Poirot fut profond. Puis, lentement, il dit « Vous allez avouer cela aux autorités ?» Lascelles hocha la tête. « Je le ferai. » Dis juste à Clara que je voulais seulement la protéger. Je ne pouvais pas la laisser être ternie par les péchés d'un mort. Poirot dit doucement « Ce n'était pas à toi de décider. Mais tu auras le temps d'y réfléchir. » Orlez s'avança, le regard dur. « Capitaine Lascelles, vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice, falsification de preuves et suspicion d'homicide involontaire. Venez discrètement, s'il vous plaît. » Lascelles n'a pas résisté. Le matin arriva doucement, un soleil pâle filtrant à travers un fin rideau de brume accroché au toit de la ville. Poirot, impeccable dans son pardessus gris foncé et sa canne à pommeau d'argent, attendait au coin d'Henrietta Street. Clara arriva pile à l'heure, le visage tiré mais résolu, une fine sacoche en cuir sous le bras. Au début, aucun des deux ne parla. Poirot hocha simplement la tête en guise de salutation et lui offrit son bras. Elle le prit, et ils marchèrent ensemble. Le bureau du conservateur des antiquités royales occupait un discret bâtiment géorgien niché derrière un cimetière. Ce n'était pas le genre d'endroit fréquenté par le public. Sa plaque signalétique en laiton ne trahissait rien et ses rideaux poussiéreux n'avaient pas bougé depuis des années. Mais à l'intérieur, derrière d'étroits couloirs et des parquets froids, se prenaient des décisions qui façonnaient l'histoire des empires. Clara ralentit le pas lorsqu'ils atteignirent la porte. « Une fois que j'aurai fait ça, dit-elle, je ne pourrai plus revenir en arrière. » La voix de Poirot était douce. « C'est la nature de la vérité, mademoiselle. Une fois révélée, elle ne peut retourner au silence. Il faut soit l'ignorer, soit l'affronter. » Elle hocha la tête une fois et poussa la porte. Le greffier était un homme sérieux nommé Aldwych, voûté, lunettes aux yeux bleus et précis. Poirot avait envoyé un télégramme le matin même, et Aldwych les attendait dans une pièce faiblement éclairée, qui sentait le vélin et le vernis. Clara lui tendit la sacoche sans un mot. Aldwych l'ouvrit sur le bureau et en sortit son contenu. La dernière lettre de Lady Hermione, les carnets, les inventaires et les documents scellés du coffre-fort. Il manipula chaque objet comme s'il risquait de se désintégrer au moindre contact. Lorsqu'il atteignit la liste des noms associés aux premières transactions de contrefaçon, ses sourcils se haussèrent. « C'est substantiel, murmura-t-il. Poirot inclina la tête. « Cela exige de la discrétion et de l'intégrité. Ce sera vérifié, » dit Aldwych. « Contrôle, catalogage et traitement confidentiel. Je réunirai un comité d'examen à huis clos d'ici la fin de la semaine. Less implications. » Il s'interrompit. « Elles ne sont pas mineures. »« Non, » répondit Clara d'une voix ferme. « Ils ne le sont pas, mais ils sont nécessaires. » Aldwych la regarda un instant, et quelque chose changea dans son expression. Non pas de la sympathie, mais quelque chose de plus calme. Du respect, peut-être. Poirot et Clara partirent sans cérémonie. Dehors, la brume commençait à se lever et la ville se révélait à nouveau. Les gens s'activaient sur les trottoirs, manteaux ouverts, parapluies sous le bras, ignorant que la vérité d'une tromperie centenaire venait d'être remise en marche, cette fois vers l'illumination. Clara expira tandis qu'il s'engageait dans la rue principale. Je pensais être soulagé. Au lieu de ça, je me sens incertain. Et si tout ça devenait un autre scandale? Et s'il le transformait en quelque chose d'inhabituel? Ils essaieront peut-être, dit Poirot. Mais les documents seront clairs. Et la source est Lady Hermione elle-même. Elle a pris soin de ne pas porter d'accusations malveillantes. Elle a exposé les faits. Même ceux qui ont profité du mensonge seront obligés de reconnaître la vérité. Clara hocha la tête, les sourcils froncés. Et le musée? Ils s'adapteront, a-t-il déclaré. Peut-être à contre-cœur. Peut-être avec amertume. Mais ils survivront. Les musées ne reposent pas uniquement sur des trésors, ils reposent sur la confiance. Et la confiance, une fois brisée, doit être rétablie. Lentement, mais sincèrement. Ils s'arrêtèrent aux portes du parc, près de Saint James. Les feuilles, encore accrochées à leur teinte bronze et ocre, bruissaient légèrement au-dessus du sentier. « J'ai autre chose, » dit Clara en fouillant dans son manteau. Elle tendit une petite enveloppe à Poirot.
Il haussa un sourcil et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photographie, en noir et blanc, visiblement ancienne. Une jeune Lady Hermione se tenait à côté d'un homme coiffé d'un casque colonial, leurs mains posées sur une caisse marquée de hiéroglyphes. L'homme Clark, réalisa Poirot, paraissait 20 ans plus jeune, le visage lisse et l'expression joyeuse. Elle gardait ça dans une boîte avec l'étiquette pour plus tard. Je pense qu'elle le prenait pour un avertissement, pour elle-même, ou peut-être pour moi. Elle lui avait fait confiance autrefois. Ils ont travaillé ensemble sur des fouilles à Memphis. Je pense qu'ils étaient plus que des collègues. Poirot étudia l'image. Et pourtant, il a trahi sa confiance en détournant le regard de la vérité. Parfois, le passé a son propre poison. Je ne sais pas quoi en faire. Conserve-le, dit-il. Pas comme preuve, comme souvenir. Nous sommes façonnés non seulement par les vérités que nous embrassons, mais aussi par les illusions que nous laissons derrière nous. Ils marchèrent de nouveau, plus lentement. Le silence entre eux n'était plus pesant, mais agréable. « Vas-tu quitter Londres » demanda-t-elle après un moment. « Bientôt » dit Poirot. « L'affaire est close. Et qu'en penses-tu? Était-ce un accident? Ou un meurtre » Poirot y réfléchit attentivement. La mort de Lady Hermione est au bord du précipice. Grive l'a fait sursauter. Lascelles a tenté de la réduire au silence. Clark l'a laissé tomber sans lever le petit doigt. Entre les trois, il n'y avait pas de meurtrier unique. Il n'y avait qu'un échec partagé, celui du courage, celui de la conscience. Clara s'arrêta de marcher. Personne ne l'a tué, mais personne ne l'a sauvé non plus. Comme ça, dit Poirot. Ils ont chacun construit la falaise. Elle a sauté du haut. Il la regarda alors. Mais vous, mademoiselle, vous avez essayé de la comprendre, de l'écouter. Et maintenant, vous avez préservé sa vérité. C'est ce qui perdurera. Ils atteignirent le coin où leur chemin allait se séparer. Clara se tourna vers lui. Vous m'avez donné plus que ce que j'attendais, monsieur Poirot. Pas seulement des réponses. Une voie à suivre. Poirot toucha le bord de son chapeau. C'est un plaisir de voir un jeune esprit réfléchir avec lucidité. Votre avenir est désormais libéré de tout fardeau. Utilisez-le à bon escient. Et sur ce, il se retourna et s'éloigna, la ville se repliant autour de lui. Le scarabée était faux. L'histoire qu'il inspirait était vraie. Et finalement, ce n'était pas l'or, mais le courage d'affronter ce qui se cachait en dessous, qui brillait le plus. Les semaines qui suivirent marquèrent un remodelage discret de nombreuses vies. Après un bref et violent communiqué de presse, le Royal Essex Museum reclassa discrètement plusieurs objets en cours d'examen, invoquant des questions de provenance incertaines. Clark démissionna, invoquant des raisons de santé, même si ceux qui le connaissaient comprenaient que ce n'était pas la maladie qui avait affaibli son emprise, mais l'exposition. Grieve fut accusé d'entrave et de falsification, tandis que Lascelles, reconnu coupable d'homicide involontaire, fut condamné discrètement, sans tambour ni trompette. Le tribunal reconnut qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer, mais l'intention ne constituait pas une protection contre les conséquences. Lady Hermione Cardell a été enterrée avec la dignité appropriée dans la parcelle familiale du Hampshire, à côté d'une modeste pierre marquée uniquement de son nom et de la phrase « La vérité avant toute chose ». La vérité avant toute chose. Poirot n'assista pas à la cérémonie. Il y assistait rarement. Pour lui, le deuil ne se mesurait pas à un rituel, mais au geste posé une fois la tempête passée. Au lieu de cela, il est resté à Londres un jour de plus que prévu, en attendant la dernière pièce du puzzle, une pièce qui n'avait pas encore été réclamée. Il s'agissait d'un petit colis, livré par coursier privé. Adresse de retour, Claraval. À l'intérieur, enveloppé de papier de soie et de ficelle, se trouvait un livre fin au dos en cuir, au parfum de vieux papier. Un mot y était glissé. Monsieur Poirot, j'ai décidé de ne pas poursuivre d'avenir au musée. Trop de choses ont changé. Trop de choses me le rappelleraient toujours. Mais j'ai accepté un poste dans des archives privées à Édimbourg, un travail discret, honnête. Cela me semble être la bonne voie. Je t'envoie ceci parce qu'il t'appartient désormais. Lady Hermione l'a écrit en secret, je crois, un récit privé, non destiné à être publié. Tout y est. La vérité qu'elle a enfin cessé de fuir. Merci encore de m'avoir guidé. Claire. Poirot ouvrit le livre et tourna quelques pages. L'écriture était celle de Lady Hermione. Non pas les boucles majestueuses de sa correspondance publique, mais une écriture plus précise, sa véritable voix. Aucune malédiction ne pèse sur le scarabée d'or.
La seule malédiction est le silence que nous avons construit autour de lui. J'ai cru en certaines choses parce que j'avais besoin d'y croire. J'ai défendu les mensonges parce que je ne supportais pas la vérité de ma propre crédulité. J'ai vu des hommes bons mentir et des hommes faibles flatter, et j'ai préféré leur approbation aux preuves sous mes yeux. Maintenant, je comprends, la rédemption ne se trouve pas dans les objets que nous laissons derrière nous, mais dans le courage d'admettre nos torts. J'abandonne le scarabée d'or, non pas comme un trésor, mais comme une confession. Poirot lut ces lignes 3 fois avant de fermer doucement le livre. Il se dirigea vers la cheminée de son appartement, alluma un petit feu de charbon et s'assit devant, le livre posé sur ses genoux. Inutile d'approfondir la question. Plus aucune question ne subsistait. Ce que Lady Hermione avait fait, elle l'avait enfin fait avec lucidité, et cette lucidité avait allégé le poids non seulement de ses épaules, mais aussi des vies empêtrées dans son non-silence. Il n'y avait pas eu de criminel hors pair dans cette affaire. Pas de grand complot, pas de malveillance délibérée déguisée en folie. Au lieu de cela, il y avait eu de la peur, de la vanité, de la faiblesse. Ce que Poirot comprenait le mieux, non pas comme les vices des monstres, mais comme les faiblesses des gens. Il avait un jour dit à Hastings que les plus grandes énigmes n'étaient pas celles de la mécanique, mais celles du mobile. Que les labyrinthes les plus déroutants n'étaient pas faits de couloirs, mais de choix. Cette affaire l'a prouvé une fois de plus. Il se leva, posa le livre sur la cheminée et consulta sa montre. Il était temps de faire ses valises. L'Écosse serait la prochaine étape. Il avait appris une curieuse affaire près de l'île de Skye. Un héritage disparu dans des conditions improbables. Une femme prétendait avoir rêvé d'un vol avant qu'il ne se produise. Poirot, avec son penchant pour le rationnel, était déjà intrigué. Il redressa sa cravate, ajusta ses poignets et jeta un dernier regard au ciel de Londres à l'extérieur. Lady Hermione était tombée, certes, mais dans sa chute, elle avait forcé d'autres à affronter les mensonges sur lesquels ils avaient bâti leur vie. Dans la mort, elle avait accompli ce que beaucoup échouent dans la vie, démêler l'illusion et lui donner un nom. Et Poirot, comme toujours, avait suivi le fil. Ni par la force, ni par des suppositions, mais avec patience, précision et la conviction tranquille qu'aucun mensonge, aussi doré soit-il, ne peut résister à la lumière de la vérité. Après avoir jeté un dernier coup d'œil au livre posé sur la cheminée, Hercule Poirot se retourna, prit son manteau et son chapeau et sortit dans la rue, où la vérité l'attendait, comme toujours, cachée sous la prochaine tromperie polie.